bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bienvenue dans Metagames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société où on parle stratégie, science, mécanique de jeu entre deux gros épisodes. Je suis Richard et aujourd'hui je voudrais vous parler du Monopoly. Le Monopoly, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le présenter en détail, c'est le jeu auquel on a tous joué, le jeu qui fait émerger en nous les pires émotions quand nous étions enfants. Je ne suis pas de très mauvais joueur, mais enfant j'ai pu piquer des colères immenses au cours de parties de Monopoly. Je suis donc très intéressé à l'idée de vous partager des conseils gagnants. Mais pour faire un peu différemment des quantités astronomiques de conseils qu'on peut trouver sur internet, je vous propose de lier la stratégie à la science, parce que la stratégie au Monopoly, figurez-vous, ne vient pas de nulle part. Et vous allez le voir dans quelques instants. Comme d'habitude, je vais vous présenter le jeu, puis quelques éléments scientifiques, et enfin, la stratégie gagnante. Alors c'est quoi le Monopoly ? C'est très connu tout ça, le principe du Monopoly s'est inventé en 1903 par Elizabeth Magie, qui le présente comme une critique du concept de monopole. C'est cocasse puisque, comble du capitalisme, le jeu est repris quasi à l'identique par Charles Darrow en 1931. Il propose le jeu à Parker Brothers, qui refuse, puis le commercialise lui-même, gagne beaucoup d'argent, et se fait racheter les droits du jeu par les fameux Parker Brothers en 1935. D'ailleurs, la même boîte rachète aussi pour une bouchée de pain les droits à Elizabeth Magie, qui n'est intéressée que par la diffusion la plus large possible de sa critique du monopole. En tout cas, vous connaissez la suite, grand succès, variations thématiques, avec les Monopoly Star Wars, Simpson et j'en passe. En 2010, on estime qu'il s'est vendu 275 millions d'exemplaires. Rien que ça. On considère généralement d'ailleurs que c'est le jeu le plus vendu au monde, tout simplement. Pour le reste, je vous renvoie à l'article Wikipédia très bien fait et d'où viennent toutes les informations que je viens de vous communiquer. Je reste toujours très étonné du succès du Monopoly qui, soyons honnêtes, est peut-être amusant à 10 ans mais demeure tout de même un assez mauvais jeu mécaniquement parlant. Mais pour vous en convaincre, il faut quand même que je vous rappelle les grandes lignes des règles, parce que figurez-vous que tout le monde a joué au Monopoly avec des variantes familiales, et que la règle officielle n'est pas si claire que ça pour la plupart d'entre vous. Chaque joueur lance les dés, avance son pion, et la case lui dit quoi faire. Acheter une propriété, payer un loyer, payer une taxe, tirer une carte, aller en prison, etc. Si vous faites un double, vous rejouez, et en passant par la case départ, vous touchez votre salaire. 2 points que beaucoup ignorent. Le premier, c'est que si vous ne voulez pas acheter une propriété sur laquelle vous atterrissez, le banquier doit immédiatement ouvrir une enchère. Tout le monde peut enchérir, vous y compris, à partir de 1 euro. Deuxième chose que vous ignorez, il n'y a pas de pot commun au Monopoly. Tout ce que vous payez va à la banque. Le parc gratuit, c'est juste un repos. Alors, le dernier joueur solvable gagne la partie du Monopoly. Et pour le reste des règles, qui sont extrêmement longues en réalité, je vous renvoie à Wikipédia. L'article est également très bien fait. On ne va pas faire les mécaniques du Monopoly parce que, comme vous le constatez, il y en a beaucoup. Board Game Geek en liste 11, je vous les cite pour mémoire, mais nous on va plutôt avancer assez vite. Il y a des enchères anglaises, un revenu, des prêts, passer son tour, le concept de propriété, élimination d'un joueur, le lancer de dés avec un mouvement associé, une collecte d'ensemble, le mouvement le long d'un sentier et des échanges. Et ça fait, mine de rien, beaucoup de mécaniques. Pour la suite, nous, on va seulement s'intéresser au fait qu'on bouge des pions sur un sentier en fonction du résultat de nos dés, ainsi qu'aux échanges. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la science derrière le Monopoly. Les conseils stratégiques qu'on trouve habituellement à propos du Monopoly peuvent être reliés à 3 concepts scientifiques qu'on va détailler les uns après les autres. Le premier concerne les probabilités de tomber sur certaines propriétés du Monopoly et pas d'autres. C'est ce qu'on appelle une chaîne de Markov. Monsieur Markov, un mathématicien russe, a développé en 1906 un modèle statistique pour expliquer que dans certains systèmes, le futur dépend uniquement de ce qu'on trouve là tout de suite, et pas du tout des événements passés. Pour le dire autrement, au Monopoly, seule la position actuelle de votre pion compte pour prédire vos actions, vos déplacements précédents n'ont aucune incidence. Imaginons que vous soyez sur la case prison. Quelle probabilité avez-vous de tomber 6 cases plus loin, avenue Mozart, la première propriété orange ? Eh bien, on peut le calculer. C'est les probabilités de résultat d'un lancer de 2 dés. Avec 2 dés, on a 16,7% de chance de faire 7 et 13,9% de chance de faire 6 ou 5. Et vous voyez bien que les 5 lancers précédents, ceux qui vous ont amené jusqu'à la case prison, n'ont aucune espèce d'importance pour prévoir le prochain coup. Donc, quelle que soit votre position sur le plateau, on peut toujours calculer aisément les probabilités du coup d'après, indépendamment de vos coups précédents.
Et si on le fait sur toute une partie, coup après coup, pour chaque joueur, et qu'on fait le bilan de toutes les probabilités de toutes les cases, eh bien, on se rend compte que le plateau de Monopoly n'est pas du tout égal. Il y a des cases où il est 2 fois plus probable de tomber que d'autres. Cela permet de créer une carte de chaleur du Monopoly, ou plus exactement, une carte des propriétés les plus probablement visitées au cours d'une partie. Et donc ça, c'est intéressant à acheter. Alors au Monopoly, savoir comment on se déplace c'est chouette, mais le Monopoly est surtout un jeu d'échange. Vous allez rapidement devoir échanger, je ne sais pas, la valeur de 2 maisons sur un terrain bleu foncé contre un terrain vert qui a été hypothéqué par un autre joueur, ou 2 terrains roses, ou du cash, etc. Or, il y a 2 auteurs, spécialistes des biais cognitifs, qui peuvent nous aider. Souvenez-vous, les biais, on en a déjà parlé dans le Metagames numéro 6, sur Tu te mets combien. Kahneman et Tversky, en 1979, ont élaboré une théorie de la perspective. Alors, c'est assez facile à comprendre. Tout le monde n'évalue pas les gains et les pertes uniformément. Cela dépend de chacun. Mais il y a quand même une sorte de constante. En moyenne, la douleur d'une perte est 2 fois plus intense que le plaisir d'un gain. Cela s'appelle l'aversion à la perte. Et au Monopoly, cela peut expliquer pourquoi, parfois, vous refusez de céder une propriété alors que l'échange proposé est bénéfique pour vous. Vous détestez perdre une propriété, même en échange de quelque chose de même valeur. Maintenant qu'on a dit ça, il faut lier l'aversion à la perte à une autre théorie qui est l'effet de dotation. Souvent, on attribue une valeur supérieure à quelque chose qu'on possède. Ainsi, une propriété vaut 100, mais dans votre tête, comme elle est à vous, elle vaut 1000. Et cela est corrélé à l'aversion à la perte. C'est un peu la même racine. Et cela explique pourquoi les échanges sont parfois si difficiles à faire au Monopoly. Donc on a vu la chaîne de Markov, on a vu la théorie des perspectives. On va maintenant parler d'un 3e concept scientifique qui va nous intéresser, l'équilibre de Nash. Ça vient du mathématicien John Nash et ça lui a valu un prix Nobel en 1994 ainsi qu'un film avec Russell Crowe, ce qui est quand même pas mal. Ce que nous raconte Nash, c'est que dans un jeu à plusieurs joueurs, tout le monde choisit la stratégie qui maximise son propre intérêt, tout en prenant en compte les stratégies des autres. Et donc, le système va parvenir à un équilibre quand aucun joueur n'a intérêt à changer de stratégie unilatéralement. Mais le problème, c'est que cet équilibre est un peu contraint. Surtout, il est décevant pour tout le monde. En gros, chacun joue défensif, personne ne coopère. Or, si on avait coopéré, peut-être que le résultat collectif aurait été meilleur que ce que nous avons tous individuellement obtenu. Cela pourrait vous rappeler le Monopoly, où 2 joueurs ont souvent un intérêt mutuel évident à échanger des propriétés. Par exemple, les 2 joueurs n'ont aucun groupe respectif complet de propriétés, aucun n'a toutes les jaunes, aucun n'a toutes les rouges. Le joueur d'en face a une jaune, vous avez une rouge. Si on échangeait, tout le monde pourrait construire, mais personne n'a envie d'échanger. Puisque chacun a peur que l'autre tire plus de bénéfices de l'échange, ça bloque ou ça exige des compensations excessives. Résultat, l'échange n'a pas lieu et les 2 joueurs restent bloqués. Et c'est Mamie Janine, qui est la seule à avoir ces 2 pauvres propriétés roses, qui va être la seule à construire. Voilà donc nos 3 concepts. Chaîne de Markov, théorie de la perspective, équilibre de Nash, 3 concepts à ressortir dans vos dîners mondains. Et voyons maintenant quels conseils en tirer pour une partie de Monopoly. Donc 3e partie, comment gagner alors ? Le premier volet de conseils porte sur quoi acheter, sur la chaîne de Markov. Déjà, on peut dire qu'au début, il faut acheter tout ce sur quoi vous tombez. Comme le stock de propriétés est limité, pas question de faire la fine bouche. Pour autant, c'est tout de même intéressant de connaître la valeur de ce que vous achetez. Et c'est là que nous sert la chaîne de Markov. En gros, les oranges et les rouges sont les plus visitées des propriétés du Monopoly. Pourquoi ? Parce qu'elles sont entre 6 et 12 cases de la case prison, dans laquelle on peut souvent atterrir par des cartes chance ou communauté, en plus de la visite lors d'un tour normal. Il faut donc se dépêcher de les acheter. Mais évidemment, beaucoup de gens connaissent cette statistique. Donc si toute la table connaît la valeur des propriétés orange et rouge, il faut adapter votre stratégie. C'est là qu'on peut classer les propriétés en fonction non seulement de leur probabilité de visite, mais aussi de leur retour sur investissement. C'est-à-dire combien va vous coûter la fabrication de l'hôtel vis-à-vis de combien l'hôtel va vous rapporter. Et là, on se rend compte que les propriétés jaune et bleu clair se débrouillent très bien. Donc si la table connaît les statistiques du plateau, essayez de choper au moins une rouge et une orange, comme ça vous vous en servirez comme monnaie d'échange, puis privilégiez les jaunes et bleus clairs, moins convoités et pourtant très efficaces. Ensuite, souvenez-vous, on a discuté théorie des perspectives et biais de dotation. C'est-à-dire, comment c'est dur d'évaluer objectivement un échange parce qu'on surévalue ce qui nous appartient déjà, tellement qu'on n'a pas envie de le perdre.
Si vous arrivez à repérer que votre adversaire surévalue ce qu'il possède, il faut réussir à le convaincre que dans votre échange, il va gagner plus. Généralement, une bonne idée, c'est de lui proposer une propriété clinquante, qui ne vous sert à rien. Et en plus, peut-être un petit peu de cash. Il va avoir l'impression de récupérer 2 choses au lieu d'une, seulement sa propriété. Mais sa propriété vaut bien plus pour vous que les 2 réunis que vous lui offrez. Ou alors, s'il veut vous acheter la rouge qui lui manque, demandez-lui beaucoup de cash. Pour lui, ce sera une bonne opération, mais derrière, il n'aura plus assez pour construire des bâtiments. Trop soulagé de conserver sa carte, il sera sûrement prêt à vous donner bien plus de cash que ce que son terrain valait initialement. Par ailleurs, si vous avez à participer à des enchères, surenchérissez si vous voyez qu'un joueur a un attachement trop important à une propriété. Par exemple, c'est celle qui lui manque pour construire. Il va s'entêter à enchérir trop cher, et vous allez pouvoir l'orienter doucement sur le chemin de l'épuisement financier. Enfin, grâce à l'équilibre de Nash, on va avoir tout un tas de conseils pour fluidifier les échanges. Le plus important, plus vous négociez tôt dans la partie, moins vous laissez le temps aux joueurs de s'attacher à leur propriété et de développer leur fameux biais cognitif. Ce sera donc plus facile de négocier. Deuxième conseil qui en découle, acceptez les échanges qui semblent légèrement défavorables en apparence, s'ils vous permettent de construire. Un monopole avec 3 maisons bat presque toujours un portefeuille de propriétés isolé. Et enfin, méfiez-vous des coalitions. Si vous prenez trop d'avance, les autres joueurs vont instinctivement se liguer contre vous dans les négociations. Ça me rappelle le premier épisode de Metagames sur le Trivial Pursuit. Pour terminer, quelques petits conseils généraux qui ne rentraient pas complètement dans les 3 concepts que je vous ai indiqués précédemment. D'abord, les gares. Ça ne sert à rien si vous ne les avez pas toutes. Les compagnies, vous savez, compagnies d'électricité, compagnies d'eau, elles n'ont aucun intérêt. Essayez toujours, pour les propriétés que vous pouvez construire, de viser 4 maisons. Pourquoi ? Parce que souvent, construire l'hôtel a assez peu d'intérêt financier. Et surtout, comme le nombre de maisons est limité dans le Monopoly, si vous vous contentez de construire 4 maisons, vous pouvez vite générer un blocage de la construction parce que vous avez le monopole des maisons. Enfin, pensez à hypothéquer vos propriétés nues pour financer la construction. Et, dernière chose, exigez toujours du cash, le plus souvent possible, dans vos échanges, notamment au moment de collecter un loyer. Ainsi, vous affaiblissez les possibilités de construction de vos adversaires. Évidemment, le conseil le plus important, le conseil cardinal, dès que vous avez suffisamment construit, restez en prison le plus longtemps possible. Comme ça, vous continuez à percevoir les loyers sans risquer de devoir vous déplacer et de donc en payer. Et voilà, c'était Metagames, un podcast de Ludomoniste. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour devenir le plus gros capitaliste de l'histoire du jeu, le plus capitaliste désigné par une auteure anticapitaliste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société. Ce sera l'épisode 17, pour moi en tout cas, Richard du passé. C'est dans 1 mois et demi, donc je ne sais foutrement pas de quoi on parlera, mais ce sera très chouette. Et bien sûr, commentez, partagez, notez 5 étoiles, tout ça. Et à très vite.